Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Vous avez pris l'habitude, jusqu'à 12h30, nous sommes ensemble. 2 heures pour partager l'actualité, pour vous entendre réagir au 0826 300 300. De quoi allons-nous parler? Évidemment de la réforme des retraites, 3e journée de grève et de manifestation aujourd'hui. Vous êtes toujours mobilisés contre la réforme ou pas mobilisés? Vous avez peut-être changé d'avis. Dites-nous 0826 300 300. La contestation dans la rue, mais le débat est maintenant à l'Assemblée nationale. Le député du groupe LIOT, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, Charles de Courson, député depuis 30 ans, sera avec nous dans quelques minutes. Il va déposer un amendement pour caler le régime de retraite des parlementaires sur le régime général. Dernier chiffre de la sécurité routière. Près de 4 personnes sur 5 tuées sur les routes françaises en 2022 étaient des hommes. La voiture est-elle un objet narcissique? Pourquoi cette surreprésentation des hommes dans la mortalité routière? Nous en parlerons à 10h45. Ça vous fait réagir 0826 300 300. Le débat entre 11h et midi autour du travail. Les Français aiment le travail, disait hier Bruno Le Maire. Le travail est-il une fatalité, une finalité? Dernière enquête de l'Institut Montaigne. Les Français sont majoritairement satisfaits de leur travail. L'êtes-vous? Allez-y, dites-nous, 0826 300 300. Accordez-vous de moins en moins d'importance au travail? Le débat, donc, entre 11h et midi. Et puis à 12h05, avec nous, Michel Desmurger, qui est docteur en neurosciences, chercheur au CNRS, directeur de recherche à l'INSERM, auteur de La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Il nous met en garde contre les dangers de TikTok, cette plateforme dont l'utilisation est contrôlée en Chine. Eh bien, elle n'est pas contrôlée. Chez nous, nos enfants s'abrutissent, dit-il. Les réseaux sociaux sont des usines à créer des distraits pathologiques. On en parlera tout à l'heure. Ça va dépoter, je vous le dis. 0826 300 300, croyez-moi. Bien. Dans quel monde vit-on? Tous les matins avec Félix Mathieu. Félix, d'abord bonjour Félix. Bonjour à tous. C'est votre chronique quotidienne maintenant, hein, Félix. Oui. Un jeune homme de 25 ans meurt dans son bain, électrocuté avec son téléphone portable. Oui, téléphone portable branché en charge. Le jeune homme de 25 ans le manipulait depuis son bain à Tence en Haute-Loire. Il s'est électrocuté en le faisant tomber à l'eau, rapporte le journal Le Progrès. Une fois arrivé sur place, les secours n'ont rien pu faire. Malheureusement, ce type d'accident arrive régulièrement, selon l'Observatoire national de la sécurité électrique, qui met en garde contre l'utilisation de smartphones branchés dans la salle de bain. Une quarantaine de personnes meurent électrocutées de façon similaire chaque année en France. C'est ce qu'estimait l'organisme en 2020. Une quarantaine de décès, mais aussi 3000 électrisations, avec une issue heureusement moins dramatique dans ces 3000 cas. Il est 10h32, ça suscite votre réaction, vous n'hésitez pas, à 0826 300 300. Bien, nous parlons maintenant évidemment de la réforme des retraites avec notre invité Charles de Courson. Bonjour. Bonjour. Merci Charles de Courson d'être avec nous. Vous êtes le plus ancien député de l'Assemblée nationale, hein, Charles de Courson. Par la durée de mandat. Par la durée de mandat. Ah non, pas par l'âge. Je n'ai que 30 ans de maison, si je puis dire. 30 ans de maison. 30 ans de maison, vous êtes député LIOT, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire. Vous êtes 20, je crois, dans votre groupe, Charles de Courson. Et on vous entend beaucoup à l'Assemblée nationale. Vous intervenez, notamment sur cette réforme des retraites. Au départ, le débat était dans la rue. Et on a eu ces 2 manifestations très suivies. Il y en a encore une aujourd'hui, mobilisation dans la rue. Mais le débat, maintenant, s'est déplacé à l'Assemblée nationale depuis hier. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Brouhaha, chahut, personne ne pouvait se faire entendre. Première journée, un peu bousculée, non? Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le gouvernement a choisi tout d'abord une procédure, oui, moi que je pense anticonstitutionnelle, mais on saisira le Conseil constitutionnel qui en décidera, oui, qui est de faire une loi de financement rectificatif de sécurité sociale, oui, déposée 3 semaines après avoir voté la loi de finances de financement de la sécurité sociale pour 2023. Oui. C'est un détournement totalement de procédure. Et pourquoi il a fait cela? Parce qu'il s'est dit c'est la seule façon de faire passer la réforme. En bloquant, puisque qu'est-ce qui va se passer? Avec 20 500 amendements, oui, on a 8 jours pour l'examiner en séance publique.
Et on est capable, en 8 jours, à peu près de faire 2000 amendements. Vous voyez, Oui. pas plus. Pas plus. Et donc, ils vont constater qu'on n'a pas fini. Que la Et discussion n'est pas allée au bout. Et donc, il n'y a Oui. même pas de vote. On transfère le texte initial au Sénat. Oui. Et il s'est passé la même chose en commission, la commission Oui. des affaires sociales. Moi, j'en étais membre. 3 jours. Au bout de 3 jours, on avait 5500 amendements examinés. On en a étudié à peu près 500. Il en restait 5000. Oui. Vous voyez. Et donc, on a examiné l'article 1er et l'article 2. C'est tout. Alors évidemment, chacun se rejette la faute. Le gouvernement disant mais ce sont les oppositions et notamment la NUPES qui dépose tellement d'amendements volontairement pour empêcher le débat. Vous dites non, c'est la faute du gouvernement. On se rejette la faute. Ça commence pas très bien. Il y a eu ces motions qui ont été rejetées hier. Vous n'avez pas votre motion, Aliotte, n'a pas été retenue par la présidence de l'Assemblée nationale. Oui, ce qui est un véritable scandale. Oui. Parce que l'article 122 du règlement prévoit qu'on peut la déposer jusqu'à la fin de la discussion générale. Oui. Et la présidente a considéré qu'il y en avait eu 2 qui avaient été examinés par la conférence des Tirage présidents. au sort, enfin Il ne pouvait y en avoir qu'une, on a tiré au sort. Mais il y en avait une 3e. Donc elle devait réunir la conférence des présidents. C'est là encore un déni de démocratie. On voit que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de vote. Alors, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'y a pas de vote, c'est le 49-3, c'est ou Non, le non. 47-1. C'est le 47-1. Voilà. Le 47-1, vous savez que ça permet, oui, on clôt les débats. 47 ans permet oui, on clôt les débats et puis on fait voter la loi. Alors, ce qui est quand même assez facétieux, c'est que le texte initial du gouvernement sera donc transmis au Sénat, qui va faire son truc, parce que eux, ils veulent un texte. Majoritairement, ils veulent la réforme. Oui, mais le problème... Moi, je suis pour la réforme. Oui, mais pas comme ça. Ouais, pas comme ça. Parce que je pense que le point central, c'est l'affaire des 62 ans d'âge légal de départ à la retraite que le projet veut porter à 64 ans, ce qui est d'une injustice sociale fondamentale, puisque qui va payer, c'est pas les cadres. Ceux qui ont commencé à travailler à 22, 23 ans, ils sont pas concernés par la réforme. Oui. Par contre, c'est ceux qui commencent à travailler jeunes. Et qui commencent à travailler jeunes massivement? Des gens plutôt qui sont dans des fonctions plus modestes et qui ont des boulots plus durs, si vous voulez. Donc c'est d'une injustice sociale fondamentale. Oui, mais Charles de Courson, au Sénat, on veut le report à 64 ans, majoritairement, puisqu'il y a une majorité qui souhaite ce report à 64 ans. C'est le cœur du débat en permanence dans toutes les discussions, mais je trouve qu'il y a d'autres sujets, tellement d'autres sujets qui sont un peu mis sous le boisseau. Par exemple, le travail des seniors. Et je sais que vous y tenez beaucoup, Charles de Courson. C'est le problème central. Mais je suis d'accord. Parce que quel est le problème? C'est qu'à partir de 60 à 65 ans, on n'a plus qu'un tiers de nos concitoyens qui travaillent. Vous voyez, il y en a 55% à la retraite. Et puis, un peu moins de 5% qui sont au chômage et 14% qui sont inactifs. Il y a des gens qui arrêtent. Bon. Et donc, le problème central, si on veut résoudre notre problème à long terme, c'est d'augmenter le taux d'activité des seniors. On l'a dit au Premier ministre, on lui a proposé 5 mesures. Il n'y a rien dans ce texte. Il y a l'index senior. Oui, l'index senior. Personne ne sait ce que c'est que l'index senior. Ça consiste à dire aux partenaires sociaux, démerdez-vous. C'est une incitation. Voilà, bien gentil, etc. Nous, on lui avait dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Adressé aux entreprises. Les 5 grandes mesures qu'on avait proposées, c'est d'améliorer le cumul emploi-retraite. Vous savez que dans un certain nombre de régimes, il y a des plafonnements. Oui. Bon, de dire, faites sauter les plafonnements. Bien. Oui. On lui a dit il faut améliorer la retraite progressive, qui est une très bonne idée, mais qui ne marche pas en France. Voilà. Et on lui avait demandé, puisque vous pouvez en bénéficier qu'à partir de 60 ans, qu'on descende à 57 ans. On lui avait demandé une mesure pour la formation des seniors, d'éviter que les entreprises désinvestissent sur les seniors en matière de formation. On avait 5 mesures. Aucune n'a été retenue. Mais vous les avez déposées sous forme d'amendement, ces mesures. Bien sûr, mais ne viendront pas en débat, puisque tout est fait pour que l'article 7 ne vienne pas en débat. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, sur l'emploi des seniors, je voudrais que nous écoutions le témoignage de Sylvie, qui va dans votre sens. Sylvie, qui a 60 ans, qui est à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, vous madame. dites, depuis que j'ai 55 ans, c'est le parcours du combattant pour trouver un emploi. Ah
oui, c'est terrible. C'est le parcours du combattant. Alors, bon, moi, je suis bénéficiaire du RSA. Oui. Donc, si vous voulez, il y a quelques années, ce qui était bien, c'est qu'on avait la chance d'avoir des contrats aidés, en fait. Oui. Donc, on pouvait travailler, on avait une activité, on avait un salaire, et les contrats aidés ont été arrêtés. Donc, depuis, il n'y a plus rien. Alors, soit, moi, j'ai des employeurs qui me disent, je suis désolée, madame, mais bon, un jeune va nous coûter moins cher. Donc, déjà, ça m'élimine d'entrée. Après, vous avez les patrons qui ne vous répondent même pas. Donc comme ça au moins c'est clair et net. Et vous avez aussi, voyez par exemple, j'ai eu il y a quelques jours un entretien pour travailler chez Pôle Emploi. Oui. Et ben même Pôle Emploi ne font même pas l'effort. Oui. Alors, Charles voyez, de Courson. madame, votre situation montre que l'une des mesures, nous, qu'on avait préconisées à madame la Première ministre, c'était la dégressivité des taux de cotisation à partir de 55-57 ans. Parce que c'est ce qu'on fait pour les jeunes. Il y a des tas de produits pour les jeunes et qui sont souvent avec des taux de cotisation sociale patronale beaucoup plus faibles. Ce qu'on fait pour les jeunes, on ne le fait pas pour les seniors. Absolument. Et donc, Voilà, excusez-moi, on avait les contrats pro. Moi, pendant des années, j'ai Pôle emploi qui m'a dit allez vers un contrat professionnel. Ok, j'y vais. Mais voilà, les employeurs nous disent vous nous coûtez trop cher. On préfère prendre un jeune. Mais Voilà. bien sûr. Et cette mesure, si vous voulez, de dégressivité en fonction de l'âge à partir de 57, 60 ans, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est pas une proposition révolutionnaire que nous faisons. La CGPME, le président de la CGPME fait la même proposition. Oui. Voilà, et elle n'est absolument pas entendue. Donc, ce texte, il n'y a rien pour les seniors. C'est simple. Bien. Il n'y a rien pour les seniors. Vous avez une dernière petite chose, c'est que en fait, voyez, vous m'avez coupé, je sais plus. Oh Sylvie, je suis désolé Sylvie. Non mais je suis désolé. Bon. Sinon, Monsieur de Courson, moi je vous suis, je vous écoute et il y a pas mal de choses qui sont très bien, ne serait-ce que pourquoi pas l'équité entre les réformes des retraites aussi. Bien, merci beaucoup Sylvie. Merci madame. Merci Sylvie. Vous avez une fan, Charles de Courson. Mais oui. Vous avez une fan. Il faut dire que vous faites entendre votre voix à l'Assemblée nationale et vous faites entendre votre voix sur un autre sujet, les régimes spéciaux des députés et des sénateurs. Alors on va entrer dans le détail un petit peu. Là encore, vous allez déposer un amendement. Oui. Alors, il y a 17 régimes spéciaux qui ne sont pas mis encore en extinction. Le gouvernement nous propose d'en mettre en extinction 5 supplémentaires. Il en reste 12. Oui. Dans ces 12, il y a notamment les 2 régimes spéciaux des députés et des sénateurs. Oui. Moi, depuis des années, je plaide pour que nous soyons au régime général. Oui. Le régime de l'Assemblée nationale a fait l'objet de 2 réformes considérables. Oui. On a divisé par 2 les droits à pension. Aujourd'hui, un député qui fait un mandat de 5 ans, il a 684 € de retraite mensuelle. Net. Alors que au Sénat, il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas réformé. Non. Ils sont à plus de 2000, ils sont à 2190 € net. Oui, presque 2200. Vous voyez, pour un mandat de 6 ans. Pour un mandat de 6 ans, donc, 5 ans les députés. Donc, je me tue à dire à tous les collègues, et surtout aux collègues sénateurs, que quand on demande des efforts aux autres, eh bien, il faut commencer par donner l'exemple. Et de dire, et nous l'avons fait à l'Assemblée nationale. Vous l'avez fait puisque vous êtes sur le régime de la fonction publique d'État. Oui, en fait, presque. Il y a encore, des petits écarts, mais peu de choses, si vous voulez. On y est presque, si vous voulez. Et je dis à nos collègues sénateurs, mais je préconise la mise en extinction, comme on met en extinction le régime de la RATP. Ils vous répondent, nous avons un régime, une caisse, nous, particulière, et elle est excédentaire. Mais les clercs de notaire, ils ont une caisse, ils surcotisent, les cotisations patronales, les cotisations salariées, ils ont 800 millions de réserves. On les met en extinction. Le régime de la Banque de France... on pique leurs réserves, alors. Vous savez, alors on ne sait pas. Mais le plus beau, c'est le régime de la Banque de France. 15,4 milliards de réserves. 15 milliards de réserves 15,4 milliards pour le régime des agents de la Banque de France. J'ai posé la question. On dit, on ne sait pas.
On verra ça dans la prochaine loi de finances ou la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 15 milliards? On ne sait pas. Mais même chose pour les avocats. On n'y touche pas, aux avocats. Alors, les professions libérales ne sont pas concernées. Oui. Voilà. Mais les agents de la Banque de France ont une extension de leur régime. Donc, j'ai posé la question. Voilà. Vous avez raison. Aucune réponse. Bon, et je me suis permis, parce que je me suis intéressé à cette question lors de la première tentative avortée de réforme, en disant, vous ne pouvez pas disposer de ces fonds. Ces fonds ont un caractère privé. Ils appartiennent à ceux qui ont cotisé. Évidemment. Et c'est une partie de leurs cotisations qui ont été capitalisées. Ça a été la même chose sur les professions libérales. Comme quoi, une part de capitalisation, c'est peut-être pas si mal dans une réforme des retraites. Je pense qu'un système équilibré, c'est un régime de base, des régimes complémentaires, les deux par répartition, et un régime de capitalisation. C'est ce qui existe, ça s'appelle le PER. Oui, c'est vrai que ça s'appelle le PER. Guy est à Toulon. Bonjour Guy. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur de Courson. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, je voudrais qu'on m'enlève peut-être une fausse information de l'esprit. Vous avez dit qu'un député touche 680 € à peu près de... 684 € net après un mandat. Oui, mais est-ce qu'il les touche directement après ce mandat ou est-ce qu'il les touche quand il prend la retraite? Alors, autrefois, vous pouviez demander votre retraite à 52 ans. Nous avons réformé cela et maintenant, nous sommes alignés sur le régime général 62 ans. D'accord. Donc si vous faites un mandat et que vous êtes battu ou que vous arrêtez et que vous avez 50 ans, ça n'est que 12 ans plus tard que vous demanderez la liquidation de votre retraite, comme tout le monde. Oui, parce qu'il y a des idées reçues à ce niveau-là. Voilà. Après, je trouve qu'un mandat avec 600 €, c'est pas mal. Je vous donne un exemple. Ma compagne qui a travaillé avec quelqu'un qui ne la déclarait pas pendant plusieurs années, c'est-à-dire son conjoint, qui lui laissait croire qu'il a déclaré et qu'il la déclarait pas, va se retrouver à la retraite en ayant quand même travaillé au moins 20 ans, avec une retraite de misère. Donc je pense que 680 € pour 6 années de travail, c'est quand même largement bien payé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a quand même une injustice qui est, quand même très forte. Oui, monsieur, si je puis vous répondre, c'est ce qui s'applique à 65% des Français à travers le régime général. C'est-à-dire, vous avez grosso modo, simplifié, 2% de votre revenu d'activité par année. Vous voyez, c'est le régime des pensions civiles et militaires, si vous voulez. Donc ça, c'est tout à fait normal. La situation que vous décrivez concernant votre compagne, c'est un autre problème. C'est qu'elle a été victime de son précédent compagnon qui ne l'a pas déclaré. Voilà, et alors ça c'est un vrai problème. Et vous voyez, dans cette réforme, on parle des petites retraites. Il faut voir que toutes ces personnes qui sont dans ces situations-là ne bénéficieront pas de la retraite de minimum. Enfin, ça s'appelle le MICO. Le MICO, le minimum contributif. Le minimum contributif. Pourquoi? Parce que pour bénéficier de ce montant minimum, il faut avoir fait une vie professionnelle complète. C'est-à-dire il faut avoir ses 42 et à terme 43 annuités. Donc c'est ça le problème. Alors regardez avec votre compagne si elle ne peut pas essayer au moins de racheter quelques années, si vous avez un peu d'épargne mis de côté, vous voyez, d'essayer. Mais c'est vrai qu'elle n'aura pas du MICO, mais éventuellement du minimum vieillesse. Bien, merci beaucoup Guy. Charles de Courson, vous ne voterez pas cette réforme? Ah non, en l'état, non seulement je ne voterai pas, mais je voterai contre. Vous voterez contre? C'est clair. Et je suis prêt à voter une motion de censure lorsque le texte reviendra du Sénat après commission mixte paritaire. On ne peut pas accepter cela, si vous voulez. Mais le débat, vous le disiez tout à l'heure, il commence en séance publique à l'Assemblée, mais il est aussi dans le pays. Dans le pays. Je n'ai jamais vu, si vous voulez, une telle réforme qui amène un tel rejet pour son injustice. Alors que moi, je suis pour la réforme des retraites. Et moi, j'étais pour l'augmentation des annuités et pour augmenter la décote sur cote. Vous savez, la surcote, c'est-à-dire que si vous prolongez, vous avez 5% par année. Et de passer à 7%, d'encourager. Et de laisser la liberté de choix. Il y a des gens pour qui la vie professionnelle, c'est toute leur vie, c'est un drame de prendre sa retraite. S'ils veulent prolonger, ils prolongent. Il y en a d'autres qui sont usés au travail, qui veulent arrêter plus tôt. Eh bien, qu'ils fassent un arbitrage entre leur date de départ à la retraite et le montant de leur retraite. C'est ça, un pays libre et équilibré.
Merci beaucoup Charles de Courson d'être venu nous voir ce matin. Très intéressant d'ailleurs le travail. Nous allons en parler entre 11h et midi puisque ce sera le sujet de notre débat tout à l'heure. Le travail est-il une finalité ? Dernière enquête de l'Institut Montaigne, les Français sont majoritairement satisfaits de leur travail. L'êtes-vous ? Accordez-vous de moins en moins d'importance à votre travail ? Débat entre 11h et midi tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h49. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h avec Christophe Médici, nous évoquerons l'écologie relationnelle. Comment être en accord avec soi et s'accorder avec les autres afin d'éviter les désaccords. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Leclerc. Non mais les jours repères gagnants chez Leclerc, c'est trop le bon plan. Ah oui ? Tiens regarde, les pâtes à tarte tablier blanc. Une achetée, moins 50% sur la deuxième. Top ! Et cerise sur le gâteau, il y a des millions de produits marque repères à gagner en caisse. Cerise sur la tarte. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Jusqu'au 12 février, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Règlement du jeu disponible en magasin et sur www.marquerepère.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Quand l'inflation touche tous les produits du quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est commerçant pour soutenir votre pouvoir d'achat ? Proposer des promos à nos clients fidèles ? Ça n'aide pas tous les autres. Des offres pour tous sur quelques produits ? On ne remplit pas un chariot avec juste quelques produits. Chez Hyper U et Super U, retrouvez 150 produits U du quotidien à prix coûtant. Le bénéfice est pour vous. 150 produits U disponibles et signalés en magasin dans les magasins Hyper U, Super U et sur courseu.com. Voir conditions sur magasin-u.com. Le prix coûtant constitue le seuil de revente à perte affecté d'un coefficient de 1,10 pour les produits alimentaires conformément à la loi Egalim. Sud Radio Sarlat. 107.1. Sud Radio. Carrefour. Si je vous dis téléviseur LED 4K, avec un grand écran et du bon son, c'est comme au cinéma. Et si je vous dis que Carrefour a 60 ans, et que pour fêter ça, avec 120 € de remise immédiate, le téléviseur LED 4K Toshiba 139 cm est à 329,99 € au lieu de 449,99 €. Et c'est jusqu'au 19 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dans la limite des stocks disponibles, référence 55 UA2D 63DG, garantie légale 2 ans, détails et magasins participants sur carrefour.fr. Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicules d'occasion électriques, hybrides, essence ou diesel, reconditionnés et certifiés. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 € de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur Renault.fr. Renault. Pensez à covoiturer. Faire 30 km en trottinette pour aller travailler, c'est pas simple. Alors tant qu'on devra compter sur sa voiture, on pourra compter sur Point S. Jusqu'au 18 mars chez Point S, jusqu'à 120 € remboursés pour l'achat de 4 pneus Goodyear. Pas de stress, il y a Point S. Conditions sur points.fr. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Merci donc d'être avec nous, 10h53. Un autre sujet maintenant. Les chiffres de la sécurité routière sont tombés. Près de 4 personnes sur 5 tuées sur les routes françaises en 2022 étaient des hommes. La voiture est-elle un objet narcissique ? Pourquoi cette surreprésentation des hommes dans la mortalité routière ? Avec nous, Jean-Marc Bellé, qui est docteur en psychologie du conducteur, auteur de « Les hommes pilotent, les femmes conduisent ». Jean-Marc Bellé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Les hommes pilotent, les femmes conduisent, Jean-Marc ? Oui, tout est dit dans le titre, un titre assez ciselé, pour montrer combien l'homme prend des risques lorsqu'il conduit. Oui. Là, c'est sa formation, son attitude, et combien la femme est prudente. À la femme, on peut dire tout de suite que c'est Madame Sécurité. C'est Madame Sécurité déjà dans son appartement, dans sa maison, sécurité des enfants, alimentaire, aux jeux et autres. Donc, quand on lui donne une voiture, il y a un moniteur, il y a un enseignant de la conduite qui la briefe pendant 20-25 heures. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que pratiquement, elle n'oublie pas les bons conseils de son moniteur de conduite ou son enseignant de la conduite. Alors que l'homme, au bout de 7 ans, il se fait son propre jugement donc de la sécurité routière.
et il se fait un nouveau code de la route. Voilà, vous avez été commandant de gendarmerie, hein, Jean-Marc. Oui. Dites-moi, est-ce que ça veut dire que l'homme au volant a un ego un peu surdimensionné? Est-il vrai qu'il est difficile pour un homme de reconnaître ses torts lorsqu'il est au volant? Et puis, est-ce qu'on peut dire que l'homme a, depuis l'enfance, été, conditionné avec la voiture, à la voiture qui était un jouet dans son enfance, un objet statutaire? Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc l'homme est conditionné depuis sa toute première jeunesse. Oui. C'est à lui que l'on offre des voitures et des camions. Oui. À la fille, on lui offre ses poupées Barbie. Et c'est le seul qui, finalement, ouvre parfois le capot moteur pour voir ce qui se passe dessous. Il pense bien connaître son engin, sa mécanique, toutes les sécurités qu'il a pu mettre. Et donc, il fait un peu le surhomme. Il fait un petit peu ce qu'il veut sur la route. Il pense qu'il pourra maîtriser toutes les situations de conduite, alors que l'on sait très bien que dans les 3/4 des cas, on ne peut rien faire au volant. La puissance du véhicule donc fait qu'on court à l'accident. Excès de confiance, Jean-Marc? Oui, tout à fait. Excès de confiance, on est là. Et bien sûr, on n'accepte pas donc d'avoir des remontrances sur sa conduite. Et c'est là que la femme peut jouer un rôle important comme modératrice. Par exemple, lorsqu'elle conduit, elle est à bord d'un véhicule, c'est elle qui peut dire à son homme, écoute, là, ralentis un peu, attention au vélo sur le côté droit, ainsi de suite. Ou alors, arrête-toi, j'ai envie d'aller aux toilettes, parce qu'autrement, ces fous furieux du volant, ils sont capables de traverser toute la France, les voitures le permettent, sans s'arrêter. Alors donc, il faut qu'elle joue ce rôle important et, in fine, lorsqu'elle arrive, ils ont réussi l'exploit d'aller de Paris à Marseille sans accident. Oui. Et à ce moment-là, quand elle arrive, eh bien, il faut qu'elle le réconforte, qu'elle le remercie et qu'elle lui dise combien il a été un bon pilote. Il les a amenés sans danger à Marseille. On en est là. Mais vous avez raison. D'ailleurs, 0826 300 300, si vous voulez témoigner, effectivement, mais vous avez raison, on en est là. À tel point, devant cette surreprésentation de l'homme dans les accidents de la route, à tel point qu'une campagne de communication sera lancée à la télévision demain par la sécurité routière. Indispensable, Jean-Marc, parce que ça n'évolue pas beaucoup, Oui, tout à fait. Mais les campagnes, j'espère que cette fois, cette nouvelle campagne de la sécurité routière sera bien menée, bien ciblée. Parce que malheureusement, jusqu'à maintenant, c'était pas le top. Il y a même des campagnes qui ont été retirées tellement que c'était criant de problèmes et ainsi de suite. Donc le peuple il faut, Jean-Marc, il ne s'agit pas de montrer du doigt les hommes, mais il s'agit de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités, tout simplement, mais pas facile. Le problème, c'est que pour l'homme, avec les discussions de comptoir, eh bien, c'est toujours l'autre qui a commis une erreur, qui a commis une faute. Ça, c'est vrai. Moi, vous savez, pour mon doctorat, je suis allé en prison et j'ai pu faire une petite étude là-dessus. Et donc, j'ai constaté que 12% des gens qui étaient donc incarcérés pour des choses graves, le juge avait estimé qu'il fallait les mettre derrière les barreaux. C'était essentiellement pour de la grande vitesse, de l'alcool et des morts, tout est pas à la clé. Je n'ai trouvé aucune femme. C'est pas la peine de mettre une femme en prison pour lui dire, écoute, ça ne va pas, alors que l'homme, il faut qu'il soit derrière les barreaux pour réfléchir. Pour la femme, il suffit que le policier mette les deux mains sur le capot et lui dise, madame, vous roulez comme une folle, vous conduisez comme une folle, c'est tout. Finalement, elle se recale un petit peu dans ce qu'il faut faire de bien sur la route, ça suffit largement. C'est pas la peine d'aller plus loin. Merci Jean-Marc Bellé, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Il est 10h58. Vous êtes sur Sud Radio. Je souhaitais un peu traiter ça change un peu de la réforme des retraites, du travail. Nous allons parler du travail entre 11h et midi, mais ça fait un peu de bien de respirer. Bien, il est d'être mis devant nos propres contradictions. Il est 10h59.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons, pour parler travail, j'avais envie de... D'ailleurs, j'ai écouté Bruno Le Maire hier nous dire les Français aiment le travail. Bon, est-ce que... Mais quel travail, hein? Bon, ils aiment le travail, oui, probablement. Mais est-ce que le travail est une finalité? Dernière enquête de l'Institut Montaigne, on va se baser sur cette enquête. Les Français sont majoritairement satisfaits de leur travail. Alors, est-ce que vous l'êtes? 0826 300 300, vous nous dites. Accordez-vous de moins en moins d'importance au travail? Vous nous dites aussi, hein, dans votre vie. 0826 300 300. Le travail, évidemment, nous parlons du travail parce qu'il y a cette réforme des retraites en discussion à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que le débat s'est un peu déplacé à l'Assemblée nationale. Il était dans la rue, c'est un peu déplacé. Il est toujours dans la rue aujourd'hui, mais tout de même, hein, aujourd'hui, sur les chaînes de télévision et de radio, on parle beaucoup de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et un peu moins de ce qui se passe dans la rue. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Le travail. Donc, pour parler du travail et pour évoquer ce sujet, les Français aiment-ils encore travailler? C'est encore une question qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, vous répondez à cette question. J'aime bien quand vous vous mêlez à notre conversation. 0826 300 300 pour parler. Par ordre alphabétique, François Coq, essayiste, auteur de l'Impératif démocratique de la crise de la représentativité aux Gilets jaunes. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi enseignant, hein, dans le Val-de-Marne, je le rappelle. Pour parler de ce sujet, Jean-Claude Delgen, président d'honneur du cabinet Technologia, auteur des idées revues sur le burn-out aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On s'est connus, hein, François Coq, Jean-Claude Delgen et Bertrand Martineau, que je vais présenter sur d'autres antennes, sur RMC, pour dire clairement les choses. Bertrand Martineau, bonjour. Vous êtes économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste de la question du chômage, des politiques de l'emploi et du dialogue social. Alors, basons-nous sur votre travail à l'Institut Montaigne, étude. Que dit cette étude? Elle dit que majoritairement les Français sont satisfaits de leur travail. C'est cela, Bertrand Martineau? Oui, et c'est la partie la moins originale de l'étude, puisque sur ce plan-là, cette étude ne fait que reposer la même question que celle qui est posée par différents instituts ou organismes de recherche ces 15-20 dernières années. Et quand on pose la question aux Français au travail, donc les actifs, on ne parle pas des retraités, bien sûr, ça fait une grande différence, et qu'on leur pose la question, êtes-vous satisfait de votre travail, ou sur une échelle de 0 à 10, ou est-ce que plutôt satisfait, pas satisfait du tout, assez satisfait ou satisfait? Il y a entre 75 et 80% des actifs au travail qui déclarent être assez satisfaits ou satisfaits. C'est un chiffre qui vous surprend ou pas, François Coq? Qui n'est pas si étonnant que ça. Moi, je trouve qu'il s'inscrit dans la longue tradition française. Vous savez, depuis Victor Hugo qui disait le travail qui fait libre, la pensée qui fait digne. Voilà, nous autres Français, nous sommes attachés à notre travail en tant qu'objet productif et outil de l'émancipation. Et c'est en ça qu'il faut aujourd'hui regarder la situation. Jusqu'où le travail est un lieu dans lequel on peut s'émanciper. On peut se sentir bien. Et de ce point de vue, je trouve effectivement, j'ai regardé en détail l'étude qui est la vôtre et qui est fort intéressante. On voit quand même des différences très importantes par catégorie socio-professionnelle et par la nature du travail qui est celui des gens. Évidemment. Et d'ailleurs, nous allons détailler cela. Nous allons nous poser la question, est-ce une finalité? Alors, le travail, c'est vrai que les Français sont majoritairement satisfaits de leur travail, mais quel travail? Jusqu'à quelle limite? Travailler pour travailler, non. Sûrement pas, puisque les Français demandent un peu plus de sens au travail. Jean-Claude Delgen. Oui, je pense que dans la question du travail, ce qui est déterminant, c'est est-ce que le travail est choisi? Par vocation, par plaisir, par tradition, ou est-ce que effectivement il est subi? Quand vous avez quelqu'un qui, pour des raisons alimentaires, subit son travail, c'est quand même très difficile de le vivre au quotidien. Il ne faut pas oublier, alors on a une vision un peu irénique du travail. Il ne faut pas oublier que 64% aujourd'hui des Français, nous à Technologia, on le voit bien, on fait 300 à 400 études chaque année. Bon, on voit bien que 64% des Français sont avec un travail dit atypique. C'est-à-dire qu'on imagine le travail commençant à 8h le matin, le lundi, finissant le vendredi à 17h, 18h, mais c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, vous avez 4,5 millions de Français qui travaillent de nuit, vous avez ceux qui travaillent en équipe alternante, la pénibilité est bien présente. Et là, on retrouve bien, l'étude est d'ailleurs tout à fait en ligne avec pas mal
d'instituts qui ont montré que globalement, vous avez un Français sur 3 qui est à peu près mal au travail. Un Français sur 3. Mais ce qui est beaucoup. Si vous prenez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, un Français sur 3 qui est pas bien au travail, c'est quand même pas mal. Si on compare ça avec d'autres nations, par exemple, parce qu'il faut comparer pour comprendre, avec des pays scandinaves où vous avez quand même beaucoup plus, je dirais, de gens épanouis au travail et émancipés. Hein, il y a des raisons à cela. Nous en parlerons plus tard, mais il y a des raisons donc à cela. La question, c'est vraiment ça. Est-ce que je subis mon travail? Est-ce qu'il m'est tolérable ou intolérable? Quand vous rentrez dans une usine, j'en parlais tout à l'heure, dans un abattoir, que vous devez découper des escalopes toute la journée en fonction de 120 grammes, 200 grammes, 300 grammes, en fonction des marchés, que vous êtes contrôlé et que quand vous avez une erreur, vous devez rester 10 minutes, 15 minutes pour, à la fin de votre temps de travail, rectifier votre erreur, ça c'est du travail réel, concret, et ça c'est difficile. C'est difficile. On pourrait multiplier les exemples. Aujourd'hui, donc le travail reste pénible pour une grande partie des Français. Faut pas oublier. Alors il y a le travail physique, il y a le travail, la pénibilité psychique qui d'ailleurs n'est pas du tout intégrée, pas prise en compte. Mais elle est bien réelle. Il y a énormément de gens. J'ai écrit ce livre dont vous avez cité sur idées reçues sur le burn-out. Bon, je signale qu'il vient d'être publié en livre en format poche parce qu'il a eu un grand succès. Bon, eh bien, on voit bien que, y compris sur cette dimension-là, la pénibilité psychique, quand vous êtes chirurgien, que vous opérez pendant 10 heures, que vous êtes exténué, que vous sortez, que vous devez repartir pour un tour de garde, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de professions qui sont avec une pénibilité psychique au travail. Alors, ils tiennent pourquoi? Et je terminerai là-dessus. À cause du plaisir. Le plaisir, il faut vraiment intégrer la question de la notion de plaisir au travail. Quand les gens sont à peu près avec du plaisir au travail, comme vous rayonnez derrière votre micro, quand vous avez ce plaisir, vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir aussi quand vous avez une reconnaissance, quand vous avez un ascenseur. L'étude de ce point de vue-là est assez intéressante parce qu'elle montre bien qu'il n'y a pas d'ascenseur au travail aujourd'hui. Voilà, qu'il n'y a pas d'ascenseur au travail, qu'on manque de mobilité en France, ce qui contribue effectivement à rendre le travail parfois pénible, psychologiquement même, parce qu'on ne change pas assez de formation tout au long de sa carrière professionnelle, d'évolution dans son métier, évolution dans sa carrière. C'est très important de voir une perspective, évidemment, quand on est au travail. On est très touché, très touché par la formation des élites en France. Je donne une anecdote personnelle. Allez-y. Moi, j'arrive à la fin de ma vie professionnelle, j'ai 66 ans. Mais non, vous êtes tout jeune. Mais il m'arrive encore, ayant créé ce que j'ai créé avec Technologia et puis toutes les équipes que je salue aujourd'hui, on me demande encore à mon âge quelle école j'ai fait quand j'avais 20 ans. Vous voyez, non, mais cette histoire d'école, de sélection des élites en France, en France, on vous sélectionne sur la note que vous avez eue à 18 ans en maths, à l'âge d'une immaturité, qui vous permet d'accéder, je dirais, à une prépa, une école prestigieuse, qui vous permet d'arriver au plus haut niveau rapidement de management. Vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne, vous êtes sélectionné à 26 ans après avoir fait des études, de la recherche. Donc vous êtes coltiné tous ceux qui étaient avant vous pour vraiment, je dirais, créer de la valeur. Et vous rentrez non pas en haut, mais vous rentrez au middle management. Et quand vous arrivez en haut, vous connaissez les métiers, vous connaissez les cultures, vous connaissez les hommes et vous pouvez diriger. Notre problème, c'est vraiment... Et c'est très bien expliqué dans l'étude. Il y a un vrai problème au niveau management. On a des managers qui font des plaidoyers, qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui n'écoutent rien, qui imposent et qui n'écoutent pas, et ça donne des catastrophes, ça donne des gens qui sont malheureux au travail. Alors, satisfaction, insatisfaction, nous verrons quelles sont les solutions pour améliorer le plaisir de travailler. Parce que, comment faire et que faire? Bon, mais restons sur le constat tout de suite. Alors évidemment, ce débat autour du travail, je l'ai organisé parce qu'il y a cette réforme des retraites. Et je trouve que d'ailleurs, dans les discussions autour de la réforme des retraites, on parle assez peu du travail. Malheureusement, on n'en parle pas. C'est essentiel. C'est essentiel puisque c'est le travail qui finance la retraite. Il faut quand même ne jamais l'oublier. Qu'est-ce que vous en pensez, François Coq? De ce point de vue, vous avez raison de mettre le doigt sur ce qu'aurait sans doute dû être la bonne porte d'entrée pour mener ce débat.
Vous avez vu la réforme des retraites de 2019-2020, celle qui était passée sans être passée. La vraie question à l'époque, c'était pas simplement la question de la retraite, c'était la question de la précarité. Mais c'était une question qui traversait toute la société. Les débats à l'époque étaient beaucoup plus intéressants que ceux d'aujourd'hui. Étaient sans doute beaucoup plus intéressants, mais il restait déjà des débats très techniques, exclusivement sur la question de la retraite, là où la question de la précarité était la question prégnante au sein de la société. Aujourd'hui, la question, l'espèce de fil rouge qui traverse toute notre société, soyons clairs, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des salaires, qui est une question bien plus importante encore pour les Français. Et si les organisations syndicales et si les partis politiques avaient envie de mobiliser, ils seraient bien inspirés, sans doute, d'aller plutôt sur ce sujet-là et d'y rattacher la question de la retraite, que de partir sur un débat technique et désormais institutionnel, dont il ne sortira sans doute absolument rien. Il n'y aura même pas, le débat n'ira même pas au bout à l'Assemblée nationale, ce sera voté par un artifice. Du 47.1, et voilà. Donc aujourd'hui, sur la question du travail, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Il faut regarder la question du salaire. Il faut regarder ce que vous avez dit il y a un instant, la question de l'évolution des carrières, les perspectives d'évolution des carrières. Et il faut regarder un troisième aspect aujourd'hui, qui est la reconnaissance du travail et des travails au sein de la société. Enfin, que nous ont dit les Gilets jaunes il y a 3 ans, sinon la dignité par le travail, ce qu'on appelait pendant la crise du Covid, les premiers de corvée, qui étaient les premiers à se lever, qui ont eu une reconnaissance éphémère, qui est déjà balayée. Est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir remettre toute cette poussière-là sous le tapis ? Je ne crois pas. C'est cette question-là qui devrait être aujourd'hui posée. Je citais Victor Hugo tout à l'heure, un autre barbu célèbre avait dit que le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail par nécessité. Eh bien voilà, c'est ces questions-là aujourd'hui qui devraient être au cœur du débat public. Bien, il est 11h16, le débat est bien lancé. Vous voulez intervenir, évidemment. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h19, le travail. Parlons du travail. Tiens, Pierre est avec nous. Nous allons mettre Pierre en direct dans 2 secondes. Pierre est à Toulouse, gestionnaire de patrimoine. Il a 57 ans et il va nous dire quelles sont ses réflexions autour du travail. Le travail n'est pas une finalité dans la vie, hein, François Coq. Une finalité, non, c'est l'un des aspects de la vie. C'est l'un des aspects de la vie. 14%, je regardais ce chiffre, nous passons 14% de notre existence à travailler. Ah oui. Ça vous surprend ou pas? Non, moi ça me moi ça ne me surprend pas. Mais regardez, moi je réfléchis en tant qu'un. Attention, pardon, je vous coupe. Il y a l'enfance, il y a la retraite, il y a toutes ces périodes où on ne travaille pas. Oui. Non, moi je vais réagir en tant qu'enseignant. L'enseignant que je suis, quand il a des élèves devant lui, il veut les porter à un haut niveau de connaissances pour pouvoir s'émanciper par la pensée, mais pour pouvoir aussi construire donc à la fois des citoyens, mais à la fois des futurs travailleurs. Voilà, parce qu'on sait aussi que c'est comme ça qu'on va pouvoir se réaliser. On peut pas séparer aujourd'hui l'un de l'autre. Alors, beaucoup disent on a perdu le goût du travail. Moi, je suis pas d'accord avec cette non, Bertrand Martineau. Est-ce qu'on a perdu le goût du travail? Non, je ne crois pas. Alors, toujours dans l'enquête qu'on a menée, quand on demande quel est le sens que les personnes donnent au travail, il y a 3 sujets qui ressortent. Il y a pourquoi vous travaillez donc pour le lien social. Bah oui, c'est le lien social, le travail. Oui, parce qu'au travail, on trouve un lien social. C'est constitutif du lien social. Voilà. C'est deuxièmement gagner de l'argent, à peu près à égalité. Et juste après vient le travail bien fait et produire un service ou un produit de qualité. Alors, donc on n'a pas perdu le goût du travail, y compris du travail bien fait et de la qualité du travail bien fait. Oui. Et quand on a un travail et qu'on considère qu'il est bien fait, là, ça donne du sens à notre travail. Mais majoritairement, c'est pour ça que je m'inscris un peu en fausse sur ces questions qu'on a perdu le sens au travail, etc. Majoritairement, quand on pose la question aux travailleurs sur le sens au travail, majoritairement, à peu près à hauteur de 80%, les gens considèrent que leur travail a du sens. Alors bien sûr, on peut s'inquiéter du fait qu'il y en a 20% qui trouvent que leur travail n'a pas de sens, évidemment. Oui, mais enfin, il ne faut pas non plus oublier les 80%. Voilà. Oui, il y a des travaux qui ont du sens, et il y a parfois... Et par ailleurs, alors, point important, c'est que ces éléments-là ne sont pas dépendants de la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que le travail... Quand même. Non. Martineau, quand vous faites un travail répétitif, que vous êtes, je ne sais pas, il y a quand même certaines tâches qui donnent peu de sens. Tout à fait. Peu de satisfaction. Oui, mais quand vous êtes un cadre qui passe son temps à faire un reporting absurde
absurde et qui n'a strictement aucun intérêt, votre travail peut être parfaitement beaucoup plus absurde. Inutile sans tout à arrêt. fait. Votre travail peut être totalement absurde et beaucoup plus absurde qu'un travail qui produit quelque chose. Il y a une grande différence. Quand vous êtes cadre, même si vous faites du reporting, qui peut ne pas en fait vous satisfaire, vous ne faites pas du reporting tout le temps. Quand vous êtes ouvrier à la chaîne dans une usine de montage automobile, je peux vous assurer que les gens arrivent, ils se mettent en mode robot. Il faut encore vraiment, je dirais, le voir, le vivre. C'est réel. Je veux dire, le travail, la pénibilité du travail, elle est réelle. Et d'ailleurs, un des vrais problèmes aujourd'hui dans cette retraite qui nous est proposée, enfin réforme de retraite, c'est que on n'intègre absolument pas suffisamment cette question de la pénibilité, puisque vous avez à peu près depuis 2015 12 000 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif assez complexe qui a été mis en place pour partir avec une compensation en termes de retraite. Aujourd'hui, on nous présente une réforme qui est soi-disant juste, mais qui va reporter l'âge pivot de 62 à 64 ans. C'est-à-dire que la compensation, elle va se faire à partir de 64 ans. C'est-à-dire que des gens qui partaient aujourd'hui pour des questions de pénibilité à 60 ans vont partir à 62 ans. Donc, je dirais là, de ce point de vue-là, il y a un vrai sujet. Parce que quand vous avez travaillé pendant 20... Pour pouvoir partir, je précise une chose, pour pouvoir partir 2 ans avant, en retraite, en compensation, il faut travailler 25 ans de nuit. 25 ans de nuit dans le système actuel. Or, on sait que quand vous travaillez après 6 ans de nuit, des études d'Harvard l'ont montré, vous avez un taux de mortalité qui augmente de 11%. Vous avez un taux de maladies cardiovasculaires qui augmente de 20%. Vous avez donc des tas de pathologies qui résultent de votre travail. Donc, c'est un vrai sujet. Et ça n'a pas du tout été abordé comme ça aurait dû l'être dans une réforme de cette ampleur. Oui, et puis là je rejoins François Coq qui nous parlait de rémunération tout à l'heure. C'est vrai que l'un des moteurs de la satisfaction au travail, c'est la rémunération. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, on a la sensation que ceux qui travaillent ne sont pas satisfaits de leur rémunération, évidemment. Et ce qui participe à un désamour vis-à-vis du travail que l'on effectue. Oui, on voit que de ce point de vue-là, le gouvernement est à l'arrêt, et même dans un certain sens un frein, là où dans les pays autour de nous, on a vu des incitations, sur le SMIC, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, ailleurs des incitations à des augmentations de salaire, et dans notre pays, on voit les salariés qui, de mois en mois, perdent du pouvoir d'achat. On nous annonçait le pic de l'inflation pour ce début d'année. On ne sait pas jusqu'à quand il va durer. C'est ce qui pousse les Français à aller dans la rue aujourd'hui, plus que la réforme des retraites, vous pensez ? Non. Je pense réellement que les deux se mêlent et que la colère qui n'a pas pu exploser sur la question du pouvoir d'achat, elle trouve une grande partie de son expression aujourd'hui sur la question des retraites. Sur la question des retraites, oui, alors... Et là où je partage ce qui vient d'être dit, c'est que, alors toujours dans l'enquête Montaigne, on montre que les 3 soucis majeurs, les 3 insatisfactions majeures, qui n'ont absolument pas changé par rapport à la crise du Covid, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'absence de reconnaissance, l'insuffisance de reconnaissance au travail, l'absence de perspective de carrière et évidemment la rémunération. Voilà, sujet majeur, effectivement. Alors, il y a un 4e qui s'est invité, qui n'existait pas avant le Covid, c'est des frustrations sur l'impossibilité de télétravailler. Bon, je mets celui-là de côté, pour l'instant, on en reparlera peut-être, mais la question de la rémunération est évidemment majeure, et les Français et les travailleurs ne peuvent pas ne pas se rendre compte que la France a quand même décroché ces 20 dernières années en termes de rémunération et de salaire. Pourquoi elle a décroché ? Tout simplement parce que les gains de productivité se sont ralentis. La France a décroché, et effectivement, une aide-soignante aujourd'hui est payée 30% moins bien que si elle franchit la frontière allemande. Bon, mais c'est l'ensemble des salariés allemands qui sont payés mieux, et je parle même pas des Suisses. La France a décroché en termes de productivité. C'est ça le problème. Et donc il y a une sorte de sentiment de déclassement qui peut expliquer un malaise général qui s'exprime particulièrement sur les retraites, mais qui, à mon avis, dépasse largement le problème des retraites. Pierre est à Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Pierre. Vous mêlez à notre débat. Allez-y. Allez-y. Un de vos intervenants expliquait qu'à 66 ans, on lui demandait encore son diplôme. Je crois que le nœud du problème est là. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque vous
salaire, vous avez, mettons, vous faites 4 ans d'études, 5 ans d'études, on vous délivre un diplôme, et le calcul du salaire est fait en fonction de ce diplôme-là. Or, pour moi, le diplôme n'est qu'une canne pour démarrer dans la vie, mais en aucun cas, lorsque vous avez fait 40 ans de carrière, quand bien même vous n'avez aucun diplôme, votre travail vaut 100 fois plus que le diplôme que vous avez obtenu à 24 ans. Ça, c'est vrai. Or, le salaire ne va pas en conséquence, c'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, vous êtes toujours, mettons, à 1500 ou 2000 euros, alors que celui qui a été diplômé et qui peut-être n'a pas voulu après travailler toute sa vie, c'est-à-dire ne sait pas, n'a pas conforté son diplôme, va se retrouver avec un salaire bien supérieur, et c'est là, je pense que déjà, il y a un déséquilibre total dans la société. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, que l'on parle de salaire, que l'on parle de retraite, tout est calculé en fonction du seul salarié, c'est-à-dire de la personne elle-même. Or, on ne tient jamais compte de l'entreprise qui, elle, fait des bénéfices et qui, pour cela, on a cloisonné totalement l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui font des bénéfices, des salariés, de ceux qui travaillent. Et tant qu'on ne liera pas ces deux, c'est-à-dire tant qu'on ne donnera pas une partie de bénéfices des entreprises aux salariés, évidemment qu'il y aura toujours un déséquilibre, qu'il soit pour la sécurité sociale, qu'il soit pour les retraités. Enfin bref, il y a une réforme totale à faire dans ce qui est dans l'entreprise. Bien, ben merci Pierre. Accélérer la participation, évidemment. Accélérer le partage des richesses dans l'entreprise, ça donne évidemment une meilleure satisfaction dans le travail. Non, Bertrand Martineau. Tous les systèmes de partage des profits, en particulier la participation, qui est très développée en France, l'actionnariat salarié, qui est sans doute insuffisamment développé, et puis l'intéressement, tout ça va évidemment dans le bon sens. Mais malheureusement, je pense que le problème est plus grave que ça. C'est pas un problème de répartition du gâteau, c'est un problème de taille du gâteau. La croissance par tête en France, donc où la productivité a ralenti considérablement, le gâteau, et en plus on doit porter un état-providence, une protection sociale extrêmement coûteuse, et c'est très bien comme ça, on a un bon système de protection sociale, mais le système est en train de craquer partout, parce que la croissance a profondément ralenti, la croissance par tête, la productivité par tête. Donc on pourra partager les richesses autant qu'on voudra, et il y a sans doute de mieux à faire, mais on a un problème global de croissance, parce qu'on s'est désindustrialisé, parce qu'on n'a pas assez investi dans les technologies, parce qu'on n'est plus leader sur les technologies clés, parce qu'on a perdu en compétences mathématiques. Enfin, il y a tout un tas de bonnes raisons. Donc, il faut sans doute parler de répartition, mais avant tout, il faut savoir quelle est la taille du gâteau. Sinon, on va simplement se rétracter. Vous allez répondre, François, juste après la pub, mais vous allez répondre à cela. Il est 11h30. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h32. La satisfaction au travail. On y revient, c'était l'objet. D'abord, vous vouliez, François Coq, répondre à ce que disait puisqu'on se rapproche de midi, Bertrand Martineau. Oui, on était en train de parler du gâteau tout à l'heure. Oui. Deux aspects. L'un d'abord sur la répartition du gâteau. Vous avez raison de dire qu'il y a sans doute beaucoup de marge pour une meilleure répartition. Par exemple, la question du dividende salarié dans ce pays, il y a 5 millions de personnes qui en bénéficient. Sur les 19 millions qui pourraient en bénéficier, ça laisse de la marge. J'ai entendu un candidat à l'élection présidentielle en 2022, un éphémère candidat, M. Montebourg, qui avait mis ça à l'époque dans son programme. Ça n'a pas été mis en discussion. Le président de la République a depuis évoqué ça, sans qu'on voit venir pour l'instant quoi que ce soit. Ça, c'est sur la question de la répartition du gâteau. Mais la question de la taille du gâteau, oui, c'est une question importante, mais enfin, c'est difficile d'entendre que le gâteau n'augmente pas aujourd'hui quand on voit les bénéfices records qui sont ceux qui ont été affichés cette année, qui sont au-delà de ceux que l'on a connus avant la crise de 2008. Entendez bien, avant le choc que cela a pu représenter. Alors quand les salariés dans ce pays, on leur dit il faut se serrer la ceinture, ils ont bien conscience qu'à un moment donné, tout le monde se serre pas à la ceinture. Est-ce que tout cet argent-là est exclusivement réinvesti par les entreprises? Non, puisqu'on voit que justement, c'est dans ce qui est donné aux actionnaires que ça se volatilise le plus. Donc il y a sans doute cette question de la taille du gâteau qu'il faut examiner, et il y a une contradiction qui aujourd'hui, soyons clairs, est inentendable pour les Français. Oui, inentendable pour les Français, et je mets ça aussi en parallèle avec les perspectives de carrière. Ça aussi, c'est un des aspects qu'on n'a pas trop abordé, mais fait-on suffisamment d'efforts pour donner aux travailleurs français, aux salariés français, de belles perspectives de progression dans leur vie professionnelle? C'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet. Parce que, par exemple, la pénibilité au travail. Admettons que vous ayez une charge de travail très importante, mais vous avez une promesse,
d'évolution, une promesse de changer de travail, une promesse d'être promu, eh bien vous allez effectivement travailler mieux déjà. Vous allez supporter la charge de travail qu'on vous présente avec pas bonheur, parce que bon, c'est toujours une contrainte, mais vous allez l'accepter beaucoup plus facilement. Le problème, c'est que notre société est figée aujourd'hui. Elle est figée de ce point de vue-là. Il n'y a pas suffisamment de mobilité ascensionnelle. On le voit aujourd'hui, en particulier avec les anciens qu'on pousse dehors. On parlait tout à l'heure de précarité, et François l'abordait. C'est évident, mais aujourd'hui, une personne sur deux qui arrive à l'âge de la retraite, à 60 ans, est sans emploi. Donc vous reculez de 2 ans, je dirais, l'âge de la retraite, vous multipliez, vous accentuez la précarité de ces gens-là. Parce que c'est pas à 62 ans que vous allez retrouver un job. Donc, en fait, sur les anciens, le vrai problème, c'est là encore, c'est qu'on n'investit pas pour les former. Lorenzi a bien montré que si on arrivait à former et à aider les anciens ils resteraient en emploi. Le problème, on ne mise pas sur l'expérience. Il y a beaucoup de dispositifs qui permettent l'emploi des jeunes, et il y en a pratiquement pas qui permettent l'emploi des seniors. Alors vous m'expliquerez pourquoi. Oui, il y a une raison. Pourquoi il y a une raison. Alors Bertrand Martineau, pourquoi tout simplement que si, par exemple, le système de retraite fait que vous partez à 62 ans, vous n'avez aucune incitation, vous, votre salarié, et votre employeur n'a aucune incitation à vous former. Vous allez partir. Oui. C'est tout. Alors qu'un jeune, vous avez davantage d'incitation. Il y avait même des incitations à vous faire partir à 57 ou 58 ans. Elles ont été très largement supprimées. Oui, voilà. mais toutes les retraites d'entreprise. Mais quels dégâts. Tout à fait. Mais ça a été supprimé ces dernières années. Depuis mais Sarkozy. Il n'y a pas quand même, on pourrait peut-être imaginer des systèmes permettant de garder les seniors en entreprise plus longtemps. Il faut développer les systèmes de retraite progressive, de cumul emploi-retraite. Peut-être et puis surtout des cotisations moindres, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, le problème, c'est que les sujets sont différents selon les métiers, selon les branches professionnelles, selon les entreprises. Donc c'est pas l'État qui va décider, il n'a pas les moyens, il ne sait pas faire, de décider que dans tel métier, dans telle branche, les fins de carrière doivent se passer de telle façon ou de telle façon. C'est un sujet de dialogue social, et les syndicats et le patronat seraient bien inspirés de négocier sur ces sujets. Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure, quand vous arrivez à la retraite, à l'âge pivot de la retraite, 62 ou 64 ans peut-être bientôt, eh bien si vous incitez les gens à rester en poste, ceux qui veulent travailler, ceux qui peuvent travailler, qui ont les conditions physiques pour le faire, en les bonifiant plus. Aujourd'hui, quand vous travaillez au-delà de l'âge pivot de la retraite, vous avez une bonification qui est à peu près de 5% sur votre retraite par année. Si vous doublez cette bonification, que vous la passez de 5 à 10%, eh bien vous allez faire en sorte de maintenir en emploi environ entre 200 et 300 000 seniors en activité qui veulent travailler, qui apportent leur expérience et qui peuvent travailler. 300 000. Or, on sait, d'après les calculs qui ont été faits savants de Lorenzi, le président du Cercle des économistes, que si on maintenait 800 000 seniors en activité, eh bien il n'y aurait aucun problème de financement. De financement du régime. Donc, on n'est pas... Alors, je dis pas que c'est la solution, la panacée, mais 300 000... C'est l'une des solutions. C'est une des solutions. Il faut vraiment inciter ceux qui veulent, je dis pas ceux qui veulent pas. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont esquintés déjà, mais ceux qui veulent, par exemple les intellectuels, par exemple les journalistes, etc. Ceux qui ont un travail qui leur plaît, à continuer à repousser pour faire des économies considérables en matière de retraite, en les bonifiant plus. Ça, c'est une des solutions qui serait à mettre sur la table, parce qu'elle est sensiblement intéressante pour tout le monde, à la fois pour l'État, pour les caisses et à la fois pour les individus. François Coq. Je crois qu'effectivement, il faut travailler cette question de la transition entre la vie active et la retraite. Voilà. On a souvent tendance à dire que ça s'apparente à une petite mort, la fin de la vie active. Il y avait des dispositifs qui étaient mis en place, tant dans le privé que dans la fonction publique, pour permettre d'entrer progressivement dans la retraite, de continuer à cheminer sur les dernières années en étant encore actif. Et ça a largement disparu depuis. Ça a fait beaucoup de dégâts, mais là où le gouvernement, avec la réforme telle qu'il la propose aujourd'hui, certes, il ne peut pas régler les choses par lui-même. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que ça doit se régler non seulement au niveau des branches, mais même plus dans le détail, ensuite au niveau de l'emploi.
l'entreprise, mais il n'a pas vocation à venir désorganiser ce qui existe déjà. J'entendais chez l'un de vos collègues, Jean-Jacques, hier, quelqu'un qui témoignait, qui était employé chez jadis PSA, qui disait qu'il avait une transition justement comme ça pour aller vers la retraite, et que la réforme telle qu'elle est va lui changer complètement la donne, va l'obliger à revenir complètement sur un poste. L'entreprise elle-même ne sait pas comment elle gérer parce qu'elle ne veut pas récupérer ce salarié à temps complet. Donc finalement, on crée plus de pagaille qu'on ne va arranger les situations. Alors, regardons, pour en revenir au travail, j'ai quelques questions à vous poser. Vous connaissez ce sujet bien mieux que moi. La charge de travail a-t-elle augmenté ces dernières années? Est-ce que la charge de travail a augmenté? Quand vous posez la question aux salariés, à hauteur de 60%, ils vont vous dire oui au cours de ces 5 dernières années. Alors, c'est un ressenti, c'est subjectif, c'est le résultat des... Voilà. Et alors, quand on regarde en même temps si la durée du travail a augmenté, la réponse est non. La durée du travail est la même, elle est stable depuis 2003. Quoique, il y a les 35 heures, il y a la loi, et il y a... non, mais les gens travaillent plus de 35 heures. Les 35 heures, évidemment, parce qu'on demande à quelqu'un de travailler 10 minutes de plus par-ci, sauf que, 20 minutes de plus par-là. D'accord, mais c'est du déclaratif. Quand vous demandez aux gens, sur longue période, c'est l'INSEE qui fait l'enquête emploi annuelle, enfin trimestrielle, vous demandez la durée du travail, vous regardez sur une base annuelle pour tenir compte aussi des congés. Parce que c'est pas que la durée hebdomadaire qui compte, c'est la durée annuelle du travail. Bien sûr. Et vous regardez les statistiques de l'INSEE, il n'y a pas d'augmentation de la durée du travail, même sur une base déclarative, donc au réel, sur les dernières années. Donc le sentiment d'augmentation de la charge de travail renvoie à une intensification du travail et non pas à une augmentation de la durée du travail. Et d'ailleurs, un des enseignements de l'étude, on a fait beaucoup de statistiques sur le sujet, c'est qu'il n'y a aucun lien statistique entre la durée du travail et le ressenti d'avoir une charge de travail excessive ou d'être en burn-out. Autrement dit, vous avez presque autant de probabilité d'être en burn-out à 35 heures qu'à 40 heures. C'est un problème d'environnement du travail, c'est un problème de management, c'est un problème de reconnaissance. La charge psychologique a augmenté. Alors ça, on peut pas... Dans beaucoup, moi j'entends beaucoup c'est la charge psychologique. Le sujet aujourd'hui de la charge mentale est beaucoup plus important. En moyenne, je ne dis pas qu'il n'y a pas des métiers extrêmement pénibles, mais en moyenne, on est dans une société de tertiaire, donc il y a des gens qui travaillent à la chaîne, il y en a quand même plus énormément par rapport aux années 70. En revanche, là, on est dans une société du tertiaire, des gens qui travaillent dans des bureaux. Et la charge, elle est mentale. C'est la pression du client, c'est la pression du manager. C'est la pression du manager. Éventuellement, ce sont des réunions inutiles qui multiplient. Un travail qui est mal organisé. Et puis on pousse, et puis les salariés rentrent chez eux avec leur ordinateur et travaillent le week-end parce qu'ils ont la pression de leur employeur. Oui, je pense qu'il faut comprendre qu'on est passé dans une nouvelle mode de gouvernance. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on est passé ce qu'on appelle à la DPO, direction par objectif. C'est-à-dire que chacun des individus, même y compris maintenant dans le public, avec le New Public Management, chacun doit être à son niveau tenu par des objectifs à atteindre. Ça, c'est insupportable. L'objectif. Avec des reportings incessants. Alors, avant, les reportings, ça se faisait 1 voire 2 fois par an. Aujourd'hui, c'est quasiment toutes les fins de semaine où on a un suivi de l'individu. Il y a une pression énorme pour la production, pour être dans les clous de ce qui a été prévu. Et donc, cette pression explique, y compris, moi je l'ai bien montré, la question, je dirais, de l'évaluation permanente, le fait que les individus intègrent cette pression eux-mêmes pour être au rendez-vous, pour ne pas être disqualifiés, pour bénéficier d'une reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est un côté narcissique. Je cherche à être reconnu. Et donc, cette affaire-là conduit les gens dans un travail parfois compulsif. Parce qu'y compris, ils ont peur de tomber dans la déchéance sociale, de perdre leur job. Donc, ils s'investissent perpétuellement. Et donc, sans d'ailleurs forcément être aidés par leur manager, qui va pouvoir parfois en mettre une couche en plus. Mais le manager, lui aussi, a des objectifs. Absolument. Et donc, ce travail compulsif, plus les exigences professionnelles, avec la pression qui est mise, alors fait qu'on a une productivité parfois plus importante, mais conduisent aussi à du gâchis, avec une remontée des pathologies psychiques qui est énorme. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Le burn-out dont on parlait, mais qui était en fait dans certains métiers après-guerre, aujourd'hui, il concerne énormément d'entreprises. Moi, j'ai étudié dernièrement. Dans tous les métiers, même le burn-out. Dans tous les métiers. Tout à fait. Il y a un épuisement et les gens craquent. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est un coût considérable pour notre société. Cette augmentation de la charge psychique chez les salariés va clairement de pair avec l'effritement du lien social par le travail et dans le travail. C'est-à-dire au fait que le salarié est de plus en plus individualisé, de plus en plus atomisé. Et en l'atomisant,
d'abord, on peut lui fixer des objectifs qu'il est contraint d'atteindre, et on lui fait perdre le sens de ce qu'est le travail collectif et la finalité de ce pourquoi il travaille. On est en train de boucler la boucle, finalement, avec ce qu'on est en train de dire là. On voit comment une logique qui s'est imposée à la société tout entière, en voulant atomiser l'individu, en voulant atomiser l'individu pour ne plus qu'il soit citoyen, se retranscrit jusque dans l'entreprise en atomisant le collectif de travail pour avoir des salariés beaucoup plus malléables et corvéables. Et pour compléter ce que dit François, je pense que l'un des grands objectifs, c'est de revenir à des évaluations collectives et non pas d'avoir ces évaluations rémanentes, récurrentes sur le plan individuel qui isolent les individus, qui leur font porter une anxiété. Et si on revient à une évaluation collective, on renforce les liens, la coopération, ce que cherchent les gens. Tout à l'heure, M. Martineau montrait très bien le fait que le travail était le lien social par excellence, ce qui est le cas aujourd'hui. Après-guerre, vous aviez l'Église catholique, vous aviez le Parti communiste, vous aviez le folklore villageois, tout ça permettait aux gens de s'intégrer. Aujourd'hui, dans nos grandes villes urbaines, comment on s'intègre? La seule solution, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Vous avez raison. Il est midi moins le quart. Alors, quelle solution? On va terminer les 10 dernières minutes sur les solutions. Quelle solution pour améliorer cette satisfaction au travail? Il est midi moins le quart. À tout de suite. Puis nous prendrons Guy très vite, qui est en Seine-et-Marne. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Oui, on en parlait il y a un instant, pendant la pub avec Jean-Claude Delgen. C'est vrai que le rôle du responsable de l'entreprise est très important et c'est difficile de donner du plaisir. Il faut y penser sans cesse, donner du plaisir à celles et ceux qui travaillent avec vous. C'est vraiment très important. Guy est à Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Bonjour Guy. Allô Guy. Bonjour monsieur Bourdin. Oh là là, je vous entends très mal Guy. Où êtes-vous? Alors attendez, enlevez. Vous êtes sur haut-parleur, non? Je m'arrête. Arrêtez-vous parce que sinon on vous entend pas, Guy. Ce serait dommage. Ouais. Vous m'entendez là? Je vous entends un peu mieux là. Allez-y. Oui. Écoutez, donc merci à vos interlocuteurs parce que en fin de compte, ça redonne du baume au cœur. Ah voilà. Guy, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que l'objectif est là. Si je puis dire, on parlait d'objectif tout à l'heure. L'objectif pour nous tous, c'est nous tous, donc c'est collectif, c'est de donner du plaisir et surtout de faire réfléchir. De donner envie. De donner envie. Et on a besoin de réflexion. On a besoin de réfléchir dans ce pays. On ne réfléchit pas assez maintenant. Tout se fait trop vite, très vite, dans l'instantané. On n'a plus le temps. Alors allez-y Guy, qu'est-ce que vous vouliez dire? Et donc déjà, dans un premier temps, il faut redonner aux jeunes, au niveau apprentissage, l'envie d'exercer. On disait toujours dans le temps, parce que bon, j'ai 73 ans, je suis retraité, mais c'est pas la panacée. La retraite, c'est pas la panacée. Oui. Comme dit votre collègue Berkoff, les carottes sont cuites quand on arrive à la retraite. Oui. On peut faire un tas de choses. Donc en redonnant l'envie aux jeunes de travailler, il faut les inciter. Il faut les inciter et les entreprises peuvent faire. Il faut exonérer les patrons et les apprentis, les maîtres d'apprentissage. Arrivé à 55 ans, on peut très bien être maître d'apprentissage et former des apprentis au sein d'une entreprise. À ce moment-là, on exonère le salarié et le maître d'apprentissage des cotisations sociales et patronales, dans un premier temps. Ensuite, pour leur redonner envie, il n'y a pas de saut métier. Et ça, c'est le rôle du patron qui doit les inciter à aimer et à apprendre à ce qu'ils doivent faire. Dans le temps, il y avait un dicton qui disait « l'ouvrier fait le patron et le patron fait l'ouvrier ». C'est encore valable et ça sera encore d'autant plus valable dans les années qui viennent. Je crois. Guy. Ensuite, allez-y vite. Il faut donc exonérer les charges sociales. Oui. Il faut sortir l'apprentissage du giron de l'éducation nationale parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que corporation, on est à même de savoir ce dont on a besoin. Oui. On n'a pas besoin. Un jeune qui vient en apprentissage, qu'il fasse des mathématiques et du français, c'est bien, mais il ne vient pas en apprentissage pour faire ça. Il vient pour apprendre un métier. Bien, Guy, dites-moi, plein de bon sens, Guy, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Martineau? Oui, et en particulier...
parmi les nombreux, on a commencé à en parler, les nombreuses possibilités d'aménagement des fins de carrière, le fait de devenir formateur ou effectivement maître d'apprentissage fait partie des choses, avec le passage à temps partiel, avec les aménagements du poste de travail, de changer de poste de travail. Ça donne une perspective et donc ça permet d'améliorer la satisfaction au travail. Je vais prendre le cas d'une entreprise de déménagement. Le gars qui porte des pianos à 60 ans, je comprends qu'il soit vent debout contre la retraite à 64. Mais le scandale, c'est peut-être pas que la retraite soit à 64, c'est qu'il se retrouve à 60 ans à devoir faire ce métier qu'il a peut-être commencé à 16 ans. Le problème, il est là, donc il faudrait peut-être se poser sur les bons sujets. Alors ensuite, Guy parlait de l'apprentissage, donc effectivement, c'est effectivement quelque chose d'important. On peut regretter que la réforme qui a été faite n'ait pas concerné véritablement les premiers niveaux de qualification, c'est-à-dire en particulier le CAP et puis surtout le bac professionnel. Bon, puisque c'est essentiellement dans l'enseignement supérieur que ça mais ça fonctionne bien, l'apprentissage, il y a une accélération. Dans l'enseignement supérieur, il y a une multiplication par 3 ou 4. Donc effectivement, il n'y a pas de sujet, ça a très bien fonctionné. Mais effectivement, il pointe du doigt l'inadaptation d'un certain nombre de diplômes de l'éducation nationale qui sont beaucoup plus théoriques. Alors j'avais fait une étude comparative il y a quelques années avec ce qui se passe en Allemagne et ce qui était montré, c'est que la grande différence entre l'apprentissage en Allemagne et en France, c'est les référentiels de diplômes qui sont beaucoup plus axés sur le métier en Allemagne alors qu'ils sont beaucoup plus théoriques en France. Donc il y a un vrai sujet, effectivement. Un vrai sujet. Bon, pour améliorer la satisfaction, la mobilité aussi. La mobilité, tout au long de sa carrière. La mobilité dans la carrière et on revient donc à ce qui se passe au début, c'est-à-dire que à ce qui se passe au début, pour moi la question n'est pas tant celle de l'apprentissage que celle de la filière professionnelle dans son ensemble. À un moment donné, il faut permettre à la filière professionnelle, au bac professionnel, avec l'ouverture de plus en plus importante désormais vers les licences professionnelles, d'avoir des jeunes qui sont qualifiés et qui ont des perspectives à la fois dans des études qui restent des études courtes jusqu'à bac plus 3 et ensuite avoir de la mobilité dans la carrière parce qu'ils auront acquis, et entendez-moi bien, parce qu'ils auront acquis un diplôme. On a eu cet échange rapidement tout à l'heure, je crois que c'est Pierre qui a passé un coup de fil et qui évoquait cette question-là. La question du diplôme, pour moi, reste décisive. Voilà. À partir du moment où on bascule du fait qu'on a un diplôme, c'est-à-dire une qualification qui est rattachée à l'individu, à simplement des compétences qui sont rattachées au poste de travail, on rentre complètement dans l'atomisation de la société et du salariat. Et puis dernier point que je voudrais évoquer quand même, puisqu'on évoque la question des perspectives peut-être pour réhabiliter le travail. Moi je crois que cette question du travail reste profondément liée encore dans notre pays, de par notre imaginaire mais de par des réalités concrètes, à la séquence de désindustrialisation que nous connaissons depuis des années. Tant que nous ne mettrons pas un coup d'arrêt à cela, tant que nous continuerons à avoir simplement des mots avec un président de la République ou des responsables politiques qui viennent nous dire, comme pendant la crise du Covid, qu'il faut récupérer notre souveraineté industrielle notamment, et tant que nous ne le ferons pas concrètement, cette question du travail continuera à être pour nous tous dans ce pays un espèce de désert dans lequel on peut se perdre. Voilà. Il nous faut des perspectives concrètes et ça passe par le fait que le travail permet de réhabiliter l'outil productif. Je voudrais aussi préciser que lorsqu'on parle travail, on pense salarié. Or, il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui ne sont pas salariés et qui sont indépendants, qui ne travaillent pas dans un cadre bien défini d'une entreprise. Oui. Peut-être avant de voir la question des indépendants, je vais reprendre sur ce qui a été dit. Sur la question de l'apprentissage. Vous prenez l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, vous avez 14 ou 15 patrons du DAX qui sont passés par l'apprentissage. C'est comme le CAC 40, voilà. Le DAX, il faut savoir. Oui. Le CAC 40, combien vous en avez? Aucun. Oui, aucun. Oui, c'est très significatif ce que je vous dis là. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la possibilité, même en commençant au plus bas niveau, de monter jusqu'en haut. En France, c'est pas du tout le cas. En France, prenons un cas, un exemple concret, parce que moi j'aime bien Vous prenez Alcatel. Alcatel, on nomme Monsieur Sueur, qui est chimiste, à la tête de Alcatel, qui est un électronique, ok? Il met 3 ans à s'imposer à ses équipes. 3 ans à connaître les marchés, à connaître les produits. Au final, la boîte va très mal. Il fusionne avec Lucent, qui est un canard boiteux américain, et on vend la société, 10 000 suppressions d'emplois, à Nokia. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, effectivement, on balance des gens à des postes de responsabilité qu'ils ne connaissent pas suffisamment, et on a des catastrophes industrielles derrière. Vous voyez, et donc ça, en Allemagne, c'est quasiment impossible, parce que vous avez une décision collective, vous avez des gens qui connaissent les métiers, qui connaissent les hommes, qui connaissent les cultures, et qui ne prennent pas des décisions à l'emporte-pièce. Oui. Merci messieurs d'être venus nous voir ce matin. C'était
très très intéressant, vraiment. 11h56, Bertrand Martineau, Jean-Claude Delgène et François Coq, merci d'avoir participé à notre débat. 11h56. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Dans un instant avec nous, le docteur en neurosciences Michel Desmurger, qui est aussi chercheur au CNRS, directeur de recherche à l'INSERM et auteur d'un livre dont on avait énormément parlé il y a 2-3 ans, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Nous allons parler de TikTok. Il nous met en garde contre les dangers de TikTok, cette plateforme dont l'utilisation est contrôlée en Chine. C'est une plateforme chinoise, TikTok. L'utilisation est contrôlée en Chine, elle ne l'est pas chez nous. Nos enfants s'abrutissent, dit-il. Les réseaux sociaux sont des usines à créer des distraits pathologiques. C'est très intéressant. Le docteur Michel Desmurger est donc avec nous dans quelques instants. Et puisque nous parlons des écrans, eh bien regardons, tiens, ce chiffre. La vente des smartphones chute. Et oui, au dernier trimestre 2022, et pourtant il y avait Noël, les ventes ont chuté, Félix Mathieu, une chute record de ce marché depuis 10 ans. Oui, moins 17 à 18% par rapport à l'année précédente selon les cabinets d'analyse Canalys et IDC, soit un peu plus de 300 millions de smartphones vendus dans le monde pour ce dernier trimestre contre 367 millions un an plus tôt. Ce reflux des ventes de smartphones, il se constate aussi sur l'ensemble de l'année 2022, une baisse d'environ 11% sur l'année. Tension sur le pouvoir d'achat, inflation, ralentissement des chaînes d'approvisionnement. La tendance à la baisse pourrait bien se poursuivre dans les années qui viennent, d'autant que les utilisateurs ont tendance à garder leur téléphone portable un peu plus longtemps qu'avant, environ 3 ans, ce qui d'ailleurs en soi n'est pas une mauvaise chose depuis le temps qu'on parle de l'obsolescence programmée de ce genre d'appareil. Trouble de l'attention, trouble du sommeil, trouble du langage. Michel Desmurger est avec nous dans un instant. La multiplication des écrans engendre une décérébration à grande échelle, dit Michel Desmurger, qui est notre invité dans 3 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11 et je suis très heureux vraiment de recevoir le docteur Michel Desmurger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences, que vous êtes chercheur au CNRS et directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup de bruit. C'était en 2019 aux éditions du Seuil, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Nous sommes en 2023, rien n'a changé, je dirais même plus. Beaucoup de choses ont empiré. C'est vrai ou pas, Michel Desmurger ? Oui, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on a atteint des pics d'usage. Il faut que les gens se rendent compte des usages. Si je peux me permettre juste de chiffres pour bien poser le problème. C'est que, voilà, les enfants, dès la fin de maternelle, début de primaire, ils frisent les 3 heures par jour. On parle ici uniquement des écrans récréatifs, c'est-à-dire la télé, les jeux vidéo et 3 heures d'écran par jour. Oui, au collège, ils frisent les 5 heures. Et puis, et les ados, ils tutoient allègrement, voire ils dépassent les 7 heures. Donc, au lycée, 7 heures. Oui, donc si on fait le cumul, en fait, sur l'enfance d'un enfant, du temps qu'il a passé sur ces écrans récréatifs, c'est-à-dire que voilà, je sais pas, à regarder Hanouna, à jouer à GTA et puis à faire des vidéos sans intérêt sur TikTok. Si on compte, pour que les gens se rendent compte, c'est l'équivalent, une année scolaire, c'est presque 900 heures. Donc si on compte, c'est l'équivalent de 27, juste ces 3 activités-là. Jeux vidéo, réseaux sociaux, et puis vidéo au sens large, télévision, etc. C'est l'équivalent de, télévision et tout ce que ça inclut, c'est l'équivalent de 27 années scolaires. Les enfants consument 27 années scolaires entre 0 et 18 ans sur ces activités-là. Donc on est dans des choses colossales. On a toujours l'impression qu'on a tapé l'Everest et que ça va commencer à descendre. Et puis d'études en études, alors il y a eu un pic évidemment sur le confinement, qui s'est redescendu, mais en redescendant, c'est resté plus haut que ce que c'était avant le confinement. Et d'études en études, systématiquement, ça continue à monter. Et ça finit par poser, quand on est sur ces degré d'usage-là, ça finit forcément par poser des problèmes. Alors, nous allons voir quels sont les problèmes que ça pose. Mais auparavant, je voudrais qu'on évoque TikTok. Parce que c'est aujourd'hui la première plateforme pour les ados. TikTok, c'est chinois. Ne l'oublions pas. Et en Chine, on a bien compris les dangers puisqu'on a limité la consommation de TikTok.
Oui, alors d'abord TikTok c'est pas le même, et puis l'usage des réseaux sociaux pour les enfants et notamment les ados est drastiquement contrôlé. L'usage des jeux vidéo aussi est drastiquement contrôlé. À Taïwan, dans les pays asiatiques en règle générale d'ailleurs, à Taïwan, exposer des jeunes enfants c'est considéré comme une maltraitance. Exposer des enfants entre 2 et 18 ans plus d'une demi-heure consécutive dans la journée, c'est considéré aussi comme une maltraitance et ça vous vaut immédiatement une amende de 1 500 €. Alors je ne sais pas s'ils collent l'amende ou pas, mais en tout cas c'est symbolique. Donc les pays asiatiques ont pris conscience. En Chine, ils ont dit, voilà, ces activités-là se font au détriment du développement de l'enfant. Un officiel chinois à qui on posait la question disait, mais vous assassinez votre économie, TikTok c'est important. Il disait, ces enfants sont l'avenir de la nation. Donc un certain nombre de pays commencent à prendre conscience, indépendamment des régimes politiques, commencent à prendre conscience des dangers que ça peut avoir et commencent à prendre des mesures. Mais il n'y a pas que les pays, c'est-à-dire que les gens, alors il y a les fameuses enquêtes et les fameuses anecdotes, mais qui sont signifiantes quand même, des gens comme Steve Jobs et les gens de l'industrie numérique eux-mêmes qui protègent allègrement leurs enfants de ces outils-là. Il y a les gens comme moi qui connaissent cette littérature, mes collègues, qui protègent aussi brutalement leurs enfants de ce que ça peut avoir de négatif. Dangers, alors, voilà, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est pas une campagne technophobe. Il s'agit pas de tout jeter, de dire faut jeter les écrans. Voilà, l'informatique, l'usage des écrans, du numérique, c'est des choses qu'il faut enseigner à l'enfant. Ce dont on parle ici, c'est les usages récréatifs. Et quand vous mettez ces outils dans la main d'un enfant, c'est pas vers les usages supposément positifs qui va se tourner, c'est systématiquement et quasi exclusivement vers ce que ces écrans peuvent avoir de plus débilitant, vraiment c'est le mot, en termes d'usage récréatif. Les Chinois protègent leurs enfants tout en vendant leurs produits aux nôtres. Bah oui, c'est-à-dire que ils ont compris qu'il y avait un problème et ils considèrent que c'est pas de leur responsabilité de s'occuper des nôtres. Et dans leur esprit, si j'ose dire, si on est suffisamment irresponsable ou pas malin ou suffisamment biaisé vers l'économie au détriment du développement intellectuel et cognitif et social et émotionnel de nos enfants, c'est pas leur problème. Alors quels sont les effets négatifs d'une trop grande exposition? On a 2 heures. Non, alors les effets principaux, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une littérature colossale. Ça fait 60 ans, ça a commencé avec la télé, puis ensuite ça a été les jeux vidéo, puis on a commencé à s'intéresser aux smartphones, aux outils mobiles, etc. Les grands effets se portent sur la réussite scolaire. En fait, la réussite scolaire, c'est l'élément le plus global qu'on a. Ça dit pas tout d'un enfant, c'est clair, mais ça dit un certain nombre de son fonctionnement intellectuel, son fonctionnement émotionnel, social. Donc, on a des effets négatifs majeurs sur la réussite scolaire qui sont médiés. Ça a été mesuré. Ça a été mesuré. Il y a des dizaines d'études qui sont groupées dans ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui... Les études, elles travaillent à 5% de chance. C'est-à-dire quand vous observez une différence, c'est est-ce qu'elle a beaucoup de chance d'arriver ou pas. Donc, vous vous trompez forcément 5 fois sur 100. Voilà. Donc, quand vous investissez, donc, il y a des études où on se trompe et il y a beaucoup d'études où on se trompe pas. Donc, l'idée, c'est de réunir tout ça. Et ces études-là montrent clairement que la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ça a des effets négatifs marqués sur la réussite scolaire des enfants. Voilà. Ces effets, ils sont bien expliqués en termes de causalité parce que vous avez des effets sur le développement du langage qui ont une double source. Au départ, le langage, il se développe dans les interactions verbales entre les parents et les enfants. Au départ, c'est les échanges verbaux, notamment intrafamiliaux. Il y a un effondrement. Juste pour prendre un exemple, dans une famille, quand la télé est allumée, l'enfant, il va entendre 150 mots par heure, et quand la télé est éteinte, il va en entendre 1000. Et on sait vraiment... d'accord. Oui, non, c'est colossal. Voilà. Et donc, le premier étage de la fusée, il est là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai quand les enfants sont sur les écrans. Mais c'est vrai quand nous-mêmes, adultes, sommes sur les écrans. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents. C'est juste de les informer. Quand nous-mêmes, parents, sommes sur nos écrans, on parle moins à nos enfants. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est la lecture, qui est absolument sinistrée. Or, le langage, il est dans la lecture, c'est-à-dire que les conversations orales qu'on va pouvoir... La conversation qu'on a maintenant, il y a moins de richesse langagière, il y a moins de richesse syntaxique et grammaticale qu'il y en a dans un livre d'enfants d'école maternelle. C'est-à-dire que la richesse de la langue, elle est dans les livres. Un enfant qui lit pas, il peut pas développer son langage. Donc voilà pour le langage. Le deuxième étage de la fusée, c'est la concentration. On nous a fait tout un pataquès sur les jeux vidéo et l'attention, mais on parle ici d'un type attentionnel qui est une attention visuelle, qui consiste à réagir très vite à ce qui se passe dans notre environnement. Un zombie sort, je le flingue, ce qui n'a absolument rien à voir avec la concentration. La concentration, c'est au contraire éteindre tout ce qui se passe dans l'environnement et couper les informations externes pour pouvoir focaliser. C'est le contraire de la concentration. C'est exactement le contraire de la concentration. C'est le même mot, on appelle ça attention, et c'est exactement, strictement le contraire de la concentration. C'est une attention d'intérêt marginal. Quand on prend la concentration au sens de capacité à se focaliser sur une tâche en focalisant les ressources cérébrales, tous les écrans, quels qu'ils soient, ont des effets
négatifs, notamment le smartphone. C'est des études qu'on fait chez les enfants, mais qui ont été reproduites chez l'animal. Quand vous soumettez l'animal à un bombardement sensoriel, sonore, visuel ou olfactif d'ailleurs, tel qu'on soumet, qui ressemble à celui dans lequel les écrans font grandir nos enfants, on a des troubles de l'attention, de l'impulsivité, de l'apprentissage, etc. Oui. Voilà, on a aussi C'est-à-dire que, Michel Desmurger, ça veut dire que l'enfant qui est trop exposé n'arrive plus à glaner d'informations. Ici ou là, il n'arrive plus à vivre de liens sociaux. Ça aussi, les conséquences. Est-ce que c'est une forme d'asservissement ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Il me semble que si on pense notre liberté en termes d'être capable de penser le monde, d'interagir dans la cité, de prendre des décisions, de comprendre le monde qui nous entoure, alors oui, je pense que si on le prend dans ce sens-là, c'est une forme d'asservissement parce que on prive nos enfants de tout ce qui les fait humains. C'est-à-dire on les prive du langage, on les prive de la concentration, on les prive d'un certain nombre parce qu'il n'y a pas que du langage, il y a des connaissances, etc. Donc nos enfants... On les rend distraits. Oui, on les rend distraits. On les rend littéralement. Le problème, les jeux vidéo rendent littéralement, physiquement, mais ça personne ne le conseille, nos enfants distraits. Mais comme on appelle ça attention, on fait un espèce de savant mélange, on fait croire aux parents que c'est positif, alors que effectivement c'est un outil qui rend les enfants... Il y a une étude qui est très rigolote, c'est vous prenez des ados qui ont un smartphone et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont un smartphone ont une attention qui est beaucoup plus labile, donc ils ont des troubles de la concentration. Si vous prenez ceux qui n'en ont pas et que vous leur donnez un smartphone pendant 3 mois, vous avez des troubles de la concentration qui apparaissent. Sur des tâches, ça peut aller jusqu'à 20-25% de dégradation, simplement en 3 mois, parce que vous leur avez collé un smartphone dans la main. On a les mêmes études, par exemple, on parlait de la réussite scolaire, vous filez une console de jeu à un gamin pendant 3 mois, en moyenne, ils vont jouer pas beaucoup, parce que c'était des enfants dans cette étude de milieu favorisé, des enfants dont les parents faisaient attention. Ces gamins-là vont jouer une demi-heure par jour pendant 3 mois, et vous avez une chute dans tous les domaines de la réussite scolaire qui est de l'ordre de 5%. On peut penser que c'est pas beaucoup, mais sur 3 mois pour une demi-heure par jour, c'est absolument colossal, et des études comme ça, il y en a des wagons. On voit les dégâts quand c'est pas une demi-heure par jour, mais quand c'est 3 heures ou 4 heures par jour, parce que ça arrive. Oui. Malheureusement, ça arrive. Et vous posiez la question. Qui n'a pas surpris son enfant en train de jouer à 11 heures du soir, en douce, en catimini, en train de jouer à un jeu vidéo? Oui, alors il y a le sommeil aussi, dont on pourrait parler, mais, bien sûr. Vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que les choses s'améliorent? Le résultat, c'est non, elles ne s'améliorent pas, mais la seule, si j'ose dire, s'il y a une raison d'espérer, c'est justement parce que ça commence à se voir. C'est-à-dire pendant longtemps, on nous a fait le pataquès, c'est des digital natifs, et on nous a fait croire qu'ils étaient super bons. Ils sont plus intelligents, ils sont plus ouverts, ils sont plus réactifs. Tout ça, on sait maintenant que pour le dire franchement, c'est du flan. Voilà, c'est bidon, tout ça. C'est de l'enfumage, lobbyiste, c'est vraiment complètement bidon. Et le problème, c'est qu'on peut plus, quand on commence à dire ça aux parents, aux enseignants, aux orthophonistes, les gamins, ils les voient. C'est un peu comme le réchauffement climatique. On a amusé les gens pendant 30 ans à leur dire, attention, il se passe quelque chose. Et c'est quand sont sortis, je me souviens, les photos des glaciers là dans le Mont Blanc qui commencent, que les gens se sont dit merde, ça se voit, il y a quelque chose. Et voilà, c'est un peu la même chose. Ça commence à se voir. Et les gens sont de moins en moins perméables et les parents sont de plus en plus attentifs, les professionnels de l'enfance, aux effets que ça peut avoir. Et je pense que s'il y a une source effectivement d'optimisme possible. Alors en même temps, c'est pas une bonne nouvelle parce que si ça commence à se voir, c'est que les dégâts sont déjà pas nuls, mais ça va nous pousser à agir peut-être. Michel Desmurger, en milieu scolaire, on encourage le digital quand même. C'est un problème, non? Alors je sais pas, non. Non, c'est un problème, mais il faudrait nous dire la vérité. Alors à un moment donné qu'on décide qu'il faut enseigner l'informatique à ses enfants, qu'on commence en fin de collège ou en début de lycée, j'ai aucun problème avec ça. Il faut leur enseigner l'informatique. Ils sont mauvais en informatique, il faut leur enseigner l'informatique. Après, qu'on nous dise que ces outils numériques-là, c'est positif pour l'apprentissage et le développement, alors là, c'est vraiment une gigantesque arnaque, parce que toutes les études, dont les études PISA, montrent que plus on investit dans le numérique, et plus les résultats des élèves se dégradent. C'est les pays qui ont le plus investi qui ont vu les résultats de leurs élèves progresser le moins rapidement. Cette cause se dégrader le plus rapidement. Ça, c'est intéressant. Et donc simplement parce que il faut dire la vérité aux gens. Johnson avait fait ça avec la télé. Il avait été, je crois que c'était au Fidji, et il leur avait dit, voilà, on n'a pas les moyens de mettre des profs partout, donc on va mettre des télés. C'est mieux que rien. Et donc le numérique à l'école, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on a du mal à recruter des enseignants. On a de plus en plus de mal à recruter des enseignants compétents. Donc à un moment donné, il faut bien mettre quelque chose devant les élèves. Donc c'est mieux que rien.
c'est mieux que de les mettre dans un placard à balai tout seul. C'est moins bien qu'un enseignant compétent. Et ce qui est fascinant, on nous sort toujours une étude française qui montre un résultat marginal, c'est-à-dire que ils ont demandé aux enseignants de faire des projets, ils sont investis des enseignants qui étaient compétents sur projets structurés. On a sorti ce qu'il y avait de meilleur dans ces projets, les projets optimaux, et on s'aperçoit que l'effet, c'est à peu près 1 à 2 places. L'enfant qui a ses outils, il va gagner 1 à 2 places quand l'enseignant est hyper motivé, formé, etc. Dans le meilleur des cas, à comparer à d'autres études qui montrent, le département de l'éducation américain montre que si vous formez un enseignant pendant 50 heures, vous gagnez 5 à 6 places. Donc, globalement, c'est négatif parce que ça remplace des enseignants, et même quand c'est mis entre les mains d'enseignants compétents, l'effet est marginal. Alors, ça m'amène à l'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette intelligence artificielle? Est-ce qu'il va falloir interdire les portables, par exemple, dans les lycées? Aujourd'hui, c'est interdit, réglementé au collège et évidemment en école élémentaire, mais on réfléchit à interdire dans les lycées maintenant. Enfin, c'est une question posée. Oui, alors ils ont réfléchi à interdire ça bien avant ChatGPT. Oui, bien avant, mais dans les lycées. Oui, après ChatGPT, ça, je veux dire, c'est l'outil optimal de la triche. On peut encore détecter ce genre de choses. Voilà, le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants, c'est-à-dire que. Voilà, un enfant. Parce que l'intelligence artificielle nous envahit, donc on va être envahi par l'intelligence artificielle. Oui, mais ça peut être. Pour nous, par exemple, ça peut être un outil sympa. Je veux dire, ça permet de détecter, par exemple, l'intelligence artificielle permet de détecter des tumeurs qu'on voit pas à l'œil nu sur des radios. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est en gros, c'est ce qu'on en fait. Si c'est pour se substituer à l'intelligence de nos enfants et qu'on nous dise, ils ont plus besoin, c'est parce que c'est un discours récurrent depuis des années, ils ont plus besoin de savoir les choses parce que tout est sur Google, l'intelligence artificielle. Alors là, c'est un problème parce que pour réfléchir, pour penser, on a besoin d'informations, on a besoin de langage, on a besoin de connaissances, etc. Donc, si ça se substitue au cerveau de nos enfants, et en gros, c'est l'idée, c'est ce qui inquiète les gens, c'est-à-dire que ces trucs-là vont penser à la place des gosses. Il n'y a plus d'échanges. Oui, il y a moins d'échanges. Oui, il y a moins d'échanges, il y a moins d'échanges humains, vous mettez moins de preuves devant les gosses, etc. Ben évidemment. Bon, il faut être optimiste quand même. Enfin, je suis content que vous soyez venu pour nous avertir, pour avertir tous les parents qui nous écoutent. Parce que c'est extrêmement important. Merci Michel Desmurger. Et puis, on peut toujours vous trouver votre livre, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Ça, n'oubliez pas, parce que j'avais été marqué par ce livre. 2019. Il est 12h26. Merci de nous accompagner le matin sur Sud Radio. André Berkoff.